L'un joue pour décrocher son 25e titre majeur, son 11e Open d'Australie, et l'autre joue pour décrocher le seul grand chelem qui lui manque à 21 ans. Et pourtant, après ce quart de finale, il n'en restera plus qu'un. Parce que oui, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont s'affronter en quart de finale de l'Open d'Australie. Un obstacle de taille se dresse sur leur chemin pour aller chercher un nouveau record. Parce qu'une victoire ici n'est pas significative de trophée. Quoi qu'il arrive, il restera ensuite 2 matchs à aller gagner. Ce quart de finale n'est pas un quart de finale comme les autres, cela peut déjà être un tournant pour cette saison 2025. Le Serbe doit se prouver qu'à 37 ans, il est encore capable de rivaliser contre les jeunes joueurs dans les gros événements et au meilleur des 5 manches. Et l'Espagnol, quant à lui, doit montrer qu'il est capable de prendre le dessus sur le Serbe en dehors de Wimbledon et de la terre battue. Alors, qui va gagner? Des éléments de réponse maintenant. La rivalité entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz a commencé au printemps 2022 à Madrid, où l'Espagnol, alors âgé de 19 ans, réalisait l'impensable, battre coup sur coup Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un tournoi sur terre battue. Cela n'était jamais arrivé. Par la suite, les deux joueurs nous ont offert des affrontements mémorables à Wimbledon 2023 et Cincinnati de cette même année, ainsi que les Jeux Olympiques en 2024. Bilan des courses, Djokovic mène 4-3 et Carlitos ne l'a jamais battu sur dur. Après une saison 2024 marquée par des hauts, 2 titres majeurs quand même pour Carlos Alcaraz à Roland-Garros et à Wimbledon en back-to-back, rares sont ceux qui l'ont fait, mais également beaucoup de bas, des blessures, également un manque de constance, ce qu'on pouvait lui reprocher par rapport à son illustre rival Yannick Sinner qui a fini l'année numéro 1 mondial. Ce qui fait qu'on a un Carlos Alcaraz qui était attendu au tournant sur cette saison 2025. On allait voir les changements qu'il allait opérer durant cette intersaison pour justement trouver un petit peu plus de constance. Et ces changements, ils ont commencé en fin 2024 où l'Espagnol voulait enfin briller en indoor, ce qui ne lui était jamais arrivé. Bon, les résultats ne se sont pas forcément fait sentir immédiatement, avec un changement technique côté revers, en ayant un revers beaucoup plus compact qui fait penser un peu à celui d'un Thomas Marach pour justement sur des surfaces rapides, quand la balle lui arrive vraiment rapidement sur lui, il a un geste beaucoup plus court. Mais derrière, on a eu un Carlos Alcaraz qui a perdu un petit peu en contrôle. On l'avait vu d'ailleurs pas mal exposé dans son match au Rolex Paris Masters contre Hugo Humbert. Et durant l'intersaison, c'est son service qui était le second chantier, essayer de trouver un meilleur pourcentage de première, beaucoup plus de constance pour justement sur des surfaces rapides, essayer d'avoir plus de points gratuits. Donc on a vu vraiment un geste qui a évolué, où avant il faisait une pause au niveau de son service, là il a trouvé quelque chose de beaucoup plus fluide, ce qui fait qu'il a vraiment gagné en assurance, je trouve, dans ce compartiment de jeu-là, même si ça reste à consolider. On a pu le voir d'ailleurs sur sa première semaine à l'Open d'Australie avec un match très très propre contre Nishioka où il fait 14 aces, 89% de points gagnés derrière sa première balle. Ça ne lui était jamais arrivé et on a quand même pu voir un petit peu plus de points gratuits avec 7 km/h en plus en moyenne sur sa première balle par rapport à ce qu'il avait montré à l'Open d'Australie 2024. Et tout au long de l'Open d'Australie, cette amélioration s'est confirmée par la suite. D'ailleurs, le premier grand chelem de l'année, ça lui a rarement réussi. Étant donné qu'il a été éliminé au 2e tour contre Michael Himmer en 2021, au 3e tour contre Matteo Berrettini en 2022, et quart de finaliste en 2024, perdu contre Alexander Zverev. Là, il a fait vraiment une première semaine extrêmement solide, l'Espagnol, parce qu'au premier tour, c'est Tchechenko qui le bat en 3-7, même s'il y a eu un passage à vide au second set, où l'Espagnol menait quand même 3-1 avant de perdre 4 jeux de suite. Contre Nishioka, on en a parlé, extrêmement solide, même si le Japonais n'a pas forcément les armes pour challenger Carlos Alcaraz. Au 3e tour, Borges, le Portugais, qui avait déjà fait parler de lui il y a un an, qui lui a pris un set au tie-break. Mais globalement, ça a été maîtrisé de la part de l'Espagnol, qui n'a pas perdu son service, qui a commis quelques erreurs côté revers quand même au tie-break, et c'est ça qu'il va falloir gommer. Et en 8e de finale, il a profité de l'abandon de Jack Draper, qui avait déjà bien puisé dans ses réserves, même s'il y a eu encore une fois un petit saut de déconcentration, sachant que l'Espagnol mène 5-2 dans le premier set avant de se faire rattraper à 5 partout. Ensuite, voilà, le deuxième set fait 6-1 et derrière le Britannique abandonne. Ce qui fait qu'au global, on a quand même une impression très bonne laissée par Carlos Alcaraz sur ce tournoi. On sent des ajustements techniques, tactiques, on a parlé du revers, du service, mais pour le moment, en termes d'adversité, on ne peut pas dire qu'il a été forcément challengé. À voir quand la marge va être plus haute, et c'est exactement ce qui va se passer en quart de finale. Comment va réagir son nouveau revers? Parce que dans des situations tendues, est-ce qu'il va revenir sur des préparations où il est un petit peu plus confortable? Est-ce qu'il ne va pas trop s'exposer avec cette perte de contrôle et ce revers tout compact? Et pareil au service, quand il va avoir un receveur quand même de la trempe de Novak Djokovic, tout de suite, ça va être beaucoup plus challengé. Mais pour le moment, tous les voyants sont au vert. On voit vraiment des évolutions chez lui. C'est pourquoi il laisse cette impression un petit peu forte, je trouve, en première semaine.
Novak Djokovic, quant à lui, avait un objectif précis en 2024, les Jeux Olympiques, objectif qu'il a totalement rempli en s'imposant justement en finale contre Carlos Alcaraz dans un match d'anthologie. Mais derrière, ça a été beaucoup plus timide avec une demi-finale perdue contre Yannick Sinner à l'Open d'Australie, un quart de finale à Roland-Garros où il a été blessé avec une opération au genou, une finale à Wimbledon où il a été inexistant dans ce match, et ensuite une élimination contre Popyrin à l'US Open, ce qui fait que le bilan peut être mitigé, même s'il faut rappeler quand même que Novak Djokovic prend de l'âge, et derrière il va bien cibler ses objectifs. Si on revient sur cette blessure au genou, on constate quand même une perte dans la qualité de ses déplacements, je trouve, où il a perdu un pas en défense. On le voit souvent arriver en retard, ou des fois il doit lâcher une main, ce qui n'était pas forcément dans ses habitudes. Il a arrêté quand même sa saison assez tôt, après Shanghai, pour refaire du jeu. Et il a surpris tout le monde en prenant Andy Murray comme coach, un joueur qui l'a traumatisé, notamment à l'Open d'Australie, pour essayer de trouver la parade contre ces jeunes joueurs, parce que Novak Djokovic perdait de plus en plus contre du Sinner, du Alcaraz, et là il voulait évoluer avec un sparring partenaire quand même de choix. Andy Murray qui n'a pas quitté le circuit il y a trop longtemps, et surtout qui a un sens tactique extrêmement poussé, un petit peu comme Novak Djokovic, et on l'a senti dans ses entraînements, dans ses matchs. Andy Murray qui porte beaucoup la voix pour encourager Djokovic, notamment quand il fait de bonnes choses pour justement changer son état d'esprit, être dans quelque chose de beaucoup plus positif. Pour le moment, on peut voir que le duo est payant au vu des résultats de Novak Djokovic, même si tout n'a pas été rose dans cette Open d'Australie. Après, je reste pas forcément convaincu de l'apport essentiel d'un Andy Murray pour Novak Djokovic. Novak Djokovic qui a tout gagné, qui a montré l'évolution de son jeu. Après, ça peut être rassurant pour lui d'avoir quand même le regard un petit peu neuf du Britannique, un pote avec lui où ils se comprennent, et forcément ça peut lui donner un influx positif par la suite, et justement aller chercher des gros résultats, retrouver un petit peu de motivation. Parce que oui, son objectif c'est d'aller chercher un vernis gros coup, contrairement à Carlos Alcaraz qui a débuté à Melbourne. Lui, Novak Djokovic, il a débuté à Brisbane avec une défaite contre Opelka, qui revenait très en forme, qui servait le feu. Mais on a aperçu quand même des signes de déclin chez Novak Djokovic dans ses déplacements, comme je l'ai dit, moins réactif également à la relance. Et après ce premier set perdu au tie-break, généralement Novak Djokovic, il arrive à en remettre une couche ou à inverser la tendance. Et là, on l'a senti beaucoup moins réaliste, un peu plus fataliste. Donc rien d'inquiétant pour lui, mais ça montre quand même que son armure commence petit à petit à s'estomper et que les joueurs en face n'ont plus peur de lui. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu sur ses 2 premiers matchs à l'Open d'Australie. Basabaredine et Faria, à chaque fois, ont réussi à prendre un set contre Novak Djokovic dans des styles différents. Basabaredine, âgé de 19 ans, l'américain, qui est un joueur quand même assez atypique, barré centré, côté revers, qui peut très bien tenir la diagonale, attaquer long de ligne, qui a des lacunes quand même au niveau de son service, mais qui n'hésite pas à aller vers l'avant. On a vu un Novak Djokovic un petit peu passif par moment dans ses échanges quand c'était un petit peu neutre. Ne pas forcément remettre une couche, ne pas forcément être agressif. Lui qui devait faire la différence quand même avec son service et son coup droit, même si le service part très très bien. Contre Faria, un autre style de joueur, un joueur plus habitué du circuit challenger sur terre battue, qui sert bien, qui a un bon coup droit. Là encore, il a bien déplacé Novak Djokovic. Il était en feu dans le deuxième set, et il prend le deuxième set, et après il se fait un petit peu doucher. On a vu aussi un Djokovic qui tenait bien physiquement, ça arrivé au premier tour, qui craque quand même sur la fin du match. Et à partir du troisième tour, commençaient les petits pièges comme Thomas Marac, où on pensait que le Tchèque pouvait vraiment inquiéter Novak Djokovic. Et là, il a rassuré tout le monde en faisant son meilleur match depuis les Jeux Olympiques, où on l'a vu vraiment trouver beaucoup de profondeur, de longueur, notamment côté revers, où il arrivait à se fixer son adversaire, changer de direction, le service toujours au top. Et au 8e de finale, c'était Lejka qui n'a pas forcément le profil pour gêner plus que ça Novak Djokovic, avec un jeu assez linéaire qui fait penser à Thomas Berdych, même si j'ai trouvé quand même Djokovic un cran en dessous de ce qu'il avait montré contre Thomas Marac, où il était un petit peu trop conservateur, passif, sur ses balles un peu neutres, où il arrivait moins à faire le jeu, à moins à se montrer agressif. Et ce qui est sûr, sa force principale sur ce tournoi, c'est vraiment son service, avec plus de 65% de première, et une réussite sur cette première balle qui dépasse souvent les 75%. L'Open d'Australie, c'est la 2e maison de Novak Djokovic, 10 titres là-bas, 9 petites défaites, quasi imprenable en demi-finale depuis qu'il a perdu contre Yannick Sinner. Imprenable tout simplement en finale, il n'a jamais perdu à ce stade de la compétition. Là où il laisse des opportunités, c'est en quart de finale parce qu'il a 3 défaites contre Roddick, Tsonga et Wawrinka. Au fait, nous c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu ne veux rien manquer de cette Open d'Australie, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos Match sur le bouton pour t'abonner, et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu claques ton meilleur pouce bleu pour qu'il soit recommandé à d'autres passionnés tennis comme toi. Et également un mot sur la campagne de financement participatif qu'on a lancée pour nous aider à soutenir la seconde année d'alternance de Joris qui est en alternance sur notre média depuis la rentrée 2023. La première année, il a droit à des aides de l'État, mais ces aides disparaissent la seconde année. C'est pourquoi on a lancé un Tipeee
avec différentes formules, une à 2 € par mois qui te donne accès à un Discord privé avec nous et une à 5 € par mois où tu peux avoir 2 vidéos exclusives qui tombent dans ta boîte mail tous les mois. On a eu du Tommy Paul, du Kerber, du Azarenka, plein de beaux sujets et bien évidemment, toute donation ponctuelle à la hauteur de tes moyens est appréciée. Un grand merci à toi. Ce qui est sûr, c'est que sur les 7 affrontements qu'on a eu entre les deux joueurs, on a eu pas mal d'enseignements sur des schémas tactiques que l'un et l'autre vont mettre en place. Du côté de Carlos Alcaraz, au service, on le voit souvent favoriser les zones extérieures, que ça soit sur la partie égalité, sur la partie avantage, avec côté avantage, le kick extérieur, pour justement sortir Novak Djokovic du court et ensuite l'attaquer avec son coup droit sur la zone ouverte. Bien évidemment, il va essayer de faire le jeu avec son service +1 et son coup droit, et en repoussant Novak Djokovic avec sa puissance dans le fond du court, derrière distiller la petite amortie. Côté de Novak Djokovic, ce qu'il met en place, c'est beaucoup de changements de direction. Il essaie de faire repousser Carlos Alcaraz, notamment sur la diagonale revers, pour ensuite l'attaquer longue ligne, parce qu'on sait qu'il y a ce petit péché de gourmandise chez les Espagnol avec son coup droit en bout de course où il peut souvent aller à la faute. On l'a vu déjà, Djokovic exploitait beaucoup ce schéma de jeu aux ATP Finals. Il s'était montré ultra agressif pour justement asphyxier son adversaire. Et il y a également au service un schéma qu'il utilise plutôt bien, c'est le slice côté égalité, le slice sortant sur le coup droit de Carlos Alcaraz où il a eu souvent du mal, on l'a vu d'ailleurs aux Jeux Olympiques, avec cette balle un petit peu flottante à remettre du rythme et que derrière Djokovic avait énormément de points gratuits. Alors à quoi on peut s'attendre sur ce quart de finale à l'Open d'Australie? La première question, c'est vraiment la capacité de Djokovic à bien servir. On l'a vu, c'est l'une de ses armes, ce slice extérieur, et Alcaraz, il a souvent du mal à la relance où il se cherche un petit peu par rapport à sa position de retour. Et là, Djokovic, vraiment, s'il arrive à avoir des points gratuits, c'est vraiment se préserver par la suite parce que ce combat peut s'annoncer très physique. C'est la deuxième interrogation, le physique de Novak Djokovic. Parce que oui, sur un set, sur 2 sets, il peut vraiment challenger Carlos Alcaraz. Mais quid d'un match qui peut durer 3, 4, 5 heures? Est-ce qu'il a la caisse physique nécessaire? On l'a vu déjà pas mal s'agacer contre Thomas Marach alors qu'il dominait les débats, mais dans des longs rallyes, voilà, c'était un petit peu compliqué, il était souvent essoufflé. Qu'est-ce que vaut ce Novak Djokovic de 37 ans sur le format des 5 manches face à un jeune joueur comme Carlos Alcaraz? Et le dernier point pour moi, c'est de voir comment les ajustements techniques de Carlos Alcaraz, que ce soit au service et côté revers, vont réagir face à Novak Djokovic, meilleur relanceur du monde, qui a également le meilleur revers du monde, ce qui fait que ces deux ajustements vont forcément être challengés par rapport à la relance de Novak Djokovic. Également, c'est une diagonale côté revers où le cerne va forcément lui priver du temps avec énormément de profondeur et d'agressivité. Une fois que j'ai dit ça, qu'en est-il au niveau du pronostic? C'est vrai qu'une fois que le tableau est sorti, je voyais Djokovic passer cet obstacle non sans mal par rapport vraiment au fait d'armes des deux à Melbourne. Un Carlos Alcaraz qui a souvent du mal dans ce tournoi et Djokovic qui retrouve généralement son meilleur niveau à l'Open d'Australie. Là, les cartes ont été un petit peu rebattues, je trouve, sur cette première semaine où on a quand même vu des signes qui peuvent être un petit peu inquiétants chez Novak Djokovic avec ce déclin physique progressif et logique. Alcaraz qui a montré de belles choses. C'est pourquoi je donne un léger avantage à Carlos Alcaraz sur ce match d'un point de vue physique. Je pense que ça va être un gros combat en 4 ou 5 sets, mais j'ai mis des doutes sur Novak Djokovic à pouvoir tenir sur la durée contre l'Espagnol parce que oui, des baisses de régime, Carlos Alcaraz il en aura, il va commettre des vilaines fautes, que ça soit côté revers, il va se prendre aussi des retours gagnants contre Novak Djokovic avec ce service qu'il découvre petit à petit, mais Djokovic aussi, il a des périodes de moins bien. Djokovic, il va falloir qu'il tienne sur la durée et plus le match va se rallonger, plus ça peut être compliqué pour lui, donc je donne un avantage à l'Espagnol. En tout cas, je suis curieux d'avoir ton avis, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et Rob sera là pour commenter ce match d'anthologie en live comments, on compte sur toi et si tu veux patienter jusque-là, je t'invite à aller voir cette vidéo sur Rod Laver qui a fait un exploit que ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer n'ont réalisé.